Salut à toutes, salut à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Tech Café qui n'est pas vraiment un épisode de Tech Café. Pour tout vous dire, il n'y avait pas beaucoup de matière à faire un nouvel épisode de Tech Café par rapport à l'épisode de la semaine dernière. Par contre, Patrick Béja m'a demandé de le remplacer pour son podcast Le Rendez-vous Tech. Et je me suis dit que ça pourrait être juste intéressant pour vous d'avoir cet épisode parce que si les sujets sont en partie les mêmes que ceux de l'épisode précédent, les intervenants ne sont pas les mêmes, donc les réflexions sont assez complémentaires et je trouve ça très intéressant. Et puis il y a quelques sujets aussi qui sont reliés, qui ne sont pas tout à fait les mêmes. Donc cet épisode de cette semaine de Tech Café est le même que l'épisode du Rendez-vous Tech. J'espère que vous m'en voudrez pas de doublonner un petit peu cet univers technophile des podcasts, mais en tout cas je suis ravi la semaine prochaine de préparer un nouvel épisode plus classique de Tech Café. Le rythme va revenir, bien entendu. Allez, bon épisode. Bienvenue dans le Rendez-vous Tech où on vous parle de tech, internet et gadgets. Et pour l'été, pas de répit, on garde la même formule, on suit tout ce qui se passe dans le domaine, on vous fait un résumé clair et compréhensible avec des analyses aussi intelligentes que possible. Vous l'avez remarqué, ce n'est pas Patrick, je suis Guillaume Vendée, Patrick est en vacances, mais il fait encore et toujours preuve de professionnalisme, vous le connaissez, hein, en faisant en sorte que l'émission ne s'arrête pas vraiment, et puis vous vous rappelez peut-être de ce sentiment que vous aviez enfant en allumant la télé pendant les vacances d'été, vous vous rendiez compte que votre animateur favori n'était pas là. Vous aviez à la place les animateurs de seconde zone. Alors j'espère de tout cœur que vous n'aurez pas trop ce sentiment avec moi et qu'on va passer un super moment ensemble. En tout cas, j'ai fait en sorte d'être accompagné par deux co-animateurs de valeur et qui sont garants aussi de l'intelligence de cette émission. Il s'agit de deux membres de l'équipe du podcast Niptech, à commencer par Benoît Curdy. Salut Ben. Salut, oui écoute, moi je me sens aussi assez à l'aise dans le remplaçant de l'été comme rôle, c'est pas mal. Moi j'avais de la sympathie pour ces personnes, je me disais mais qu'est-ce qu'ils font le reste de l'année? Et ben voilà, on sait toujours pas. C'est vrai, mais on coche certaines cases, en tout cas prérequises pour être diffusé, donc tant mieux. Et puis peut-être quelqu'un qui va nous accompagner aussi pour cet épisode, donc qui fait partie de l'équipe de Niptech forcément maintenant, c'est Baptiste Reit. Salut Baptiste. Salut Ben, salut Guillaume. En fait, j'ai tellement l'habitude de Niptech, tu vois, que j'allais dire salut Ben, salut Mike, parce que le troisième comparse de Niptech, c'est Mike. Mais ça, écoute, ça va très bien. Et je dois quand même dire, pour rendre justice à Patrick, parce qu'on dit il est en vacances et tout, là, les gens, ils s'imaginent sur les cocotiers. Je vois sa bulle dans le Google Sheets, donc il est présent, il est en esprit avec nous, je dirais. Mais il me surveille en train de constituer le document Exact. de l'émission depuis plusieurs jours. Il est là, il surveille que les choses se passent bien. Donc bravo à lui. J'imagine, Baptiste, que c'est pas forcément un sentiment que tu as connu. Toi, tu as commencé à grandir avec le sentiment dont je parlais de l'animateur d'été. T'as grandi avec la diffusion à la demande, pas trop avec la diffusion télé en live, non? Écoute, maintenant que tu me l'expliques, j'ai compris ce à quoi vous faisiez référence, parce que sinon, j'avais pas compris ce que disait Ben. On vient de prendre un coup de vieux, t'es dur. Je suis vraiment désolé. Et en plus, on enregistre sur Skype, donc là, on est sûr qu'on est dans un environnement archaïque. Bon, dans cet épisode, on va vous mettre à jour sur les faits marquants de l'été. Bon, il y a le tourisme spatial qui a commencé officiellement. Il y a le projet Pegasus, un peu politique, qui représente une démarche assez inquiétante et qui nous ramène un peu à la réalité sur la confidentialité des données privées. Et puis, on parlera aussi un peu du nouveau buzzword à la mode dans la Silicon Valley, le metaverse, ou le métavers en français. Est-ce qu'on touche du doigt le portrait du futur ou est-ce que c'est du flan? Eh ben, on en parlera ensemble. Le programme vous convient à tous les deux, Baptiste, Ben? Parfait. Génial, ouais, très bien. Eh ben génial. Alors écoutez, on va revenir sur un sujet que les auditeurs du Rendez-vous Tech n'ont pas eu encore l'occasion de voir couvrir dans leur podcast, mais dont nous avons parlé dans d'autres instances. Il s'agit donc du lancement de l'inauguration du tourisme spatial. Alors c'est une actu à la portée un peu plus historique que technologique, avec des vols de quelques minutes seulement qui ont eu lieu début juillet.
Il y a eu deux figures de proue de la tech, ou de l'innovation en tout cas, qui se sont lancées. Il y a eu d'un côté Richard Branson, on rappelle, 70 ans, milliardaire, qui a décollé donc le 11 juillet avec un vaisseau de Virgin Galactic. Il a fait un pic à environ 90 km d'altitude. Vous verrez après pourquoi je parle de cette distance et de cette hauteur en altitude. Il a pu, avec ses comparses, se détacher de son siège pour flotter en apesanteur à travers le hublot. Il a vu la courbure de la Terre, n'en déplaise d'ailleurs aux platistes. Pour la petite anecdote aussi, Elon Musk était présent dans le cadre de cet événement à la NASA, l'a félicité. On voit que il y a un petit peu copinage entre Elon Musk et Richard Branson. De l'autre côté, on a Jeff Bezos, avec peut-être un petit peu plus de portée symbolique derrière sa démarche, mais qui en tout cas, quelques jours après, donc le 20 juillet, lui aussi a décollé à 52 ans jour pour jour après les premiers pas de Neil Armstrong et Buzz Aldrin sur la Lune, premier fait marquant, en compagnie donc de son frère, d'une aviatrice de 82 ans, Wally Funk, et un étudiant de 18 ans. Alors c'était un étudiant qui avait réservé son billet pour plus tard, mais qui a profité du désistement de celui qui avait gagné à la loterie pour avoir le premier billet. Il s'avère là aussi deuxième fait marquant historique, ça a rassemblé l'astronaute le plus jeune et la plus âgée de l'histoire. Ils se sont envolés au-delà de 107 km d'altitude. Et au retour, on a évidemment Jeff Bezos qui a pris le temps de communiquer, notamment sur la prise de conscience. Certains y verront peut-être de l'ironie. Sur l'écologie, je cite, la Terre est une petite chose fragile et quand nous évoluons sur cette planète, nous faisons des dégâts. C'est une chose de le reconnaître, mais c'est tout autre chose que de voir de vos propres yeux à quel point elle est vraiment fragile. Et puis, il en a profité pour remercier, vous pensez bien, chaque employé d'Amazon et chaque consommateur d'Amazon parce que vous avez donné pour tout ça. Un petit mot sur pourquoi j'utilise ces terminologies autour de l'altitude, enfin ces précisions autour de l'altitude dans les deux cas, de 90 km et plus de 100 km, c'est qu'il y a un débat de est-ce qu'ils sont vraiment allés dans l'espace ou pas. Et évidemment, c'est un débat qui peut porter à sourire parce qu'on n'est pas sur des grosses différences, mais évidemment, c'est des arguments d'un côté ou de l'autre pour dire est-ce qu'ils sont allés vraiment dans l'espace. On peut se baser sur une définition qui est celle de la ligne de Kármán, qui représente en gros cette frontière entre la Terre et l'espace et qui se situe à 100 km d'altitude. Alors évidemment, Jeff Bezos a descendu un peu le projet de Richard Branson pour dire que lui, il n'était pas allé vraiment dans l'espace. Mais bon, c'est un débat qu'on va leur laisser. On va plutôt se rabattre sur des questions un peu plus fondamentales. J'ai fait mes devoirs, j'ai écouté Niptech et j'ai trouvé hyper intéressant l'orientation de vos échanges à ce sujet-là parce que vous vous êtes très vite posé la question, je crois que c'est toi Ben qui pose très vite la question de ok, c'est cool, c'est un point historique intéressant, mais c'est quoi l'objectif? Vers quoi on va? Et du coup Ben, qu'est-ce que tu as retenu de ton propre podcast de ton côté à ce sujet-là? Oui, c'est vrai que la question qui se pose dans la presse un petit peu partout, c'est de savoir si on est en train de se faire plaisir entre milliardaires, auquel cas, en termes de bilan carbone, on peut quand même se poser des questions. Alors même si on est content d'avoir contribué à payer une fête de crise on dit middle life crisis, de crise de la cinquantaine ou soixantaine, je sais pas quel âge il a Bezos, ou alors si on est plutôt comme en 1500 à l'aube de la découverte de notre point de vue, très centré sur nous-mêmes, de nouveaux horizons. Et pour moi, je pense que si vraiment, comme le dit Elon Musk, qui lui est resté pour le moment, de dire on veut avoir maintenant une civilisation qui est interplanétaire, et ça c'est la première étape. On peut être d'accord ou pas, mais je comprends vers quoi on tend. Sinon, aller dans l'espace, ok, c'est sûrement joli, mais sincèrement, ça vaut pas le coût global. Donc, moi, je suis encore un petit peu entre les deux. J'ai beaucoup de peine à voir où ils veulent aller au final, toi, dans 50 ans, etc. Alors peut-être, je ne sais pas si vous êtes plus convaincu que moi, mais je ne suis pas encore là. Baptiste, c'est quoi ton sentiment?
Je pense qu'on a tous un peu un sentiment mitigé, c'est-à-dire que si tu regardes vraiment avec des petits yeux et que tu regardes vraiment sur les milliardaires qui vont dans l'espace, c'est sûr que il n'y a pas beaucoup d'intérêt et surtout, ça ne fait pas avancer l'humanité ou voilà, globalement, ça sert à rien, c'est les milliardaires qui s'amusent. Mais si tu regardes la bigger picture, tu vois, qu'on prend un peu de recul, on se dit, pour avoir des innovations, pour avoir de la traction et pour avoir à un moment, il te faut de la quantité, mais au début, tu as besoin de pionniers. Enfin, pionniers, c'est peut-être leur donner beaucoup de crédit, mais tu as besoin de gens qui le font en premier quand c'est pas économiquement viable, parce que faut pas se le cacher, le truc de Bezos et de Virgin Galactic, c'est absolument pas, enfin, c'est pas vraiment économiquement viable, tu vois, parce qu'il y a un tout petit marché. Mais dans le futur, ça montre que d'une part, l'espace, c'est accessible. Il y a des gens qui payent beaucoup pour aller dans l'espace, donc ça veut dire que le risque est limité. Ça va faire apprendre aux gens, on va amener beaucoup de gens dans l'espace, enfin beaucoup, genre des centaines. Donc on va se rendre compte quelles sont les contraintes pour l'homme, etc., etc. Donc je pense que si on prend un peu de recul, on peut se dire que c'est un premier pas pour avoir de l'innovation, enfin un nouveau pas pour avoir de l'innovation, je dirais. Ouais, moi j'avoue que je suis pas un très très bon historien des inventions et des progrès technologiques. Il faudrait que je travaille plus ces fondamentaux-là. Mais j'ai le sentiment, moi aussi, hein, je suis un petit peu partagé sur ces deux visions de la chose. Mais j'ai un sentiment de voir quelque chose où le tourisme à titre privé, le profit et le plaisir à titre privé arrive un peu vite dans l'histoire de cette innovation. Si on regarde la conquête spatiale, finalement, ça a commencé il y a quelques dizaines d'années et on est déjà en train de parler de tourisme. Alors c'est un tourisme très sélect, hein, c'est pas des centaines, des milliers, voire des dizaines de milliers de personnes qui en profitent. C'est très très anecdotique. Mais j'essayais de me faire le rapport et je crois que vous l'abordiez aussi dans Niptech ensemble de ce qui s'est passé avec la découverte de l'Amérique. À l'époque, il y avait aussi des initiatives pour aller franchir l'Atlantique avec des dépenses assez astronomiques qui étaient financées par des rois à l'époque, par des États. Et il y avait quelque chose probablement de très curieux. Je pense que le grand public à l'époque voyait ça avec beaucoup de scepticisme. Mais il a fallu peu de temps aussi derrière pour que, à titre privé, les gens veuillent aller aux États-Unis. Alors peut-être plutôt dans une démarche de colonialisme, d'aller s'implanter ailleurs plutôt que simplement faire du tourisme. J'essaye de trouver des points de repère, mais je manque probablement de connaissances sur l'ensemble de ces innovations-là pour me rendre compte. Ouais, il y a peut-être un parallèle intéressant que si tu veux faire, parce que moi j'aime beaucoup justement l'histoire des inventions. Alors, tu vas combler mes lacunes, Ben, je te remercie. Mais il y a une invention dans le domaine aérospatial qui était absolument clé, c'est le ballon. Il y a des bouquins sur l'histoire du ballon ça vaut vraiment la peine. Je vous recommande je pourrais les donner en note de l'émission si vous voulez. Mais effectivement, on voit toujours un petit peu les mêmes choses, hein. D'une part, il y a toujours le côté militaire qui arrive très très vite dans toutes ces innovations. Et là, dans la course à l'espace, c'était le driver au début, hein, donc on est d'accord. Il y a eu d'abord le côté militaire. Après, ce qui a été intéressant avec le ballon, c'est qu'on voulait faire comme pour les drones aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on s'est dit mais on va pouvoir faire de la poste par ballon. Parce qu'évidemment, on sait aller de A à B suivant les courants de manière assez efficace. Donc, la poste par ballon, je ne sais pas quand c'est la dernière fois que vous avez reçu une lettre par ballon, mais ça n'a pas pris. Ça, c'est malheureux. Mais évidemment, après, il y a la question du tourisme qui est arrivée assez vite. Mais voilà, pas avec l'impact là. Mais on voit que c'est effectivement des mouvements, même dans l'aéronautique, hein, qui sont arrivés de manière comme ça très normal. Mais c'est vrai que la question de se dire qu'est-ce qu'on amène, elle est intéressante. Elle est intéressante, c'est aussi on regarde du côté de l'administration américaine, et je veux juste faire un petit détour par quelque chose qui, moi, vous savez, je bosse dans l'administration, alors ça me parle. En fait, la FAA, qui est l'autorité de l'espace, aérienne aux États-Unis, avait un programme pour les astronautes commerciaux à qui ils décernaient des prix. Mais effectivement, maintenant, ils ont changé la façon de décerner ce prix au même moment où ces vols habitaient, en ajoutant une clause, parce qu'avant, il suffisait d'avoir été dans l'espace, mais en disant, voilà, il faut avoir démontré des activités qui, pendant le vol, étaient essentielles à la sécurité publique ou qui contribuaient à la sécurité des vols spatiaux habités. Et je pense que si vous voulez, en termes administratifs, saisir les doutes qui prennent aussi un petit peu la FAA, comme nous, sur l'utilité de ces vols, eh bien, n'allez pas plus loin, parce que, voyez, l'administration ne va jamais dire « je suis pas sûr, j'aime pas votre truc ». Par contre, voyez,
mais de manière plus subtile, je pense qu'on voit aussi quand même des questions qui pointent vers la même chose. Donc, est-ce qu'on a à contribuer à la sécurité des vols spatiaux habités en faisant ça? De nouveau, moi, je suis pas certain. Ouais, c'est Jeff Bezos d'ailleurs qui s'est vu remettre un badge qui a l'air d'être quelque chose d'assez distinctif pour les astronautes, mais qui effectivement a été remis, mais parce que il a été remis par un collaborateur de Blue Origin, sa société, qui est un ancien de la NASA, mais c'est évidemment pas une distinction d'astronaute en bonne et due forme. Et effectivement, tu as raison, la définition même d'astronaute a été réajustée, ce qui en dit long sur la considération probablement de ces entités. C'est donc intéressant de les voir un petit peu avec une forme de scepticisme, même si ça apporte aussi son lot d'innovation. Un autre élément qu'on va rattacher directement et qui va nous permettre d'aborder un autre aspect de ces news autour de la conquête spatiale, c'est celle du contrat qui est confié par la NASA pour les missions lunaires. Les missions qui doivent ramener des humains sur la Lune en 2024. Donc, il y a un programme qui avait été identifié à hauteur de 2,9 milliards de dollars et une espèce d'appel d'offres confié par la NASA qui a été attribué intégralement à SpaceX, donc la société d'Elon Musk. Et ça n'a pas laissé indifférents ses concurrents, à commencer et principalement par Blue Origin, donc là, la société de Jeff Bezos, qui, de son côté, est pas très content que le contrat ait été attribué intégralement à SpaceX et voudrait bien une part de son gâteau. Et c'est pas parce que les choses se sont terminées qu'il ne va pas retrousser ses manches. Alors, il va pas sur le plan juridique, il va pas commencer à aller traîner en justice la NASA. Je pense qu'il aurait beaucoup à perdre, mais il rallonge de beaucoup, puisqu'il a fait une lettre ouverte à la NASA, donc qu'on a pu consulter il y a de ça quelques jours, où il propose donc de prendre en charge à hauteur de 2 milliards le montant de la mission, donc 2 milliards sur les 2,9 milliards, donc grosse réduc, on pourrait parler de grosse marge arrière probablement, de prendre en charge les dépassements éventuels, si jamais il y a des aléas autour notamment des fournisseurs ou des choses qui seraient identifiées comme étant des impératifs à prendre en charge sur le plan budgétaire. Et il propose même de financer une émission en plus pour préparer le dispositif, donc vraiment pour anticiper le fait que cette mission se passe vraiment bien et qu'on identifie tout ce qui pourrait mal se passer à l'avance. Bon, ça fait beaucoup d'argent mis sur la table en faveur de l'espace. Là aussi, on pourrait peut-être faire les parallèles, comme on le disait tout à l'heure, entre les milliardaires et les grands enjeux de l'humanité. Mais là, c'est des sociétés qui allongent beaucoup. Est-ce que tu as suivi un petit peu ces rebondissements, Baptiste, et est-ce que là aussi on peut peut-être commencer à se poser la question de tels enjeux qui sont proposés par des sociétés privées avec des tels montants, alors qu'il y aurait peut-être tant à faire? On pourrait avec des tels montants éradiquer probablement une partie de la faim dans le monde, vaincre le Covid plus rapidement, on va savoir. Tu vois ce qu'on disait tout à l'heure avec l'histoire de, ok, est-ce que le tourisme spatial, c'est de la, entre guillemets, vraie innovation, tu vois, c'est vraiment quelque chose qui apporte quelque chose à l'humanité ou même qui fait une avancée, tu vois, ou est-ce que c'est plutôt une fin en soi et finalement le tourisme spatial, c'est juste un truc de milliardaire dans son coin et ça va rien créer pour la société. Là, je pense qu'on est déjà, je sais pas où on était avant, mais là, on est plus du côté pour les innovations parce que ça, c'est vraiment des contrats pour aller sur la Lune, pour faire quelque chose, pour vraiment innover. Et ce qu'il faut voir, je pense, ce qu'il faut préciser, c'est que ces contrats que la NASA accorde à des entreprises privées, c'est vraiment pour eux une source de financement hyper importante parce qu'en fait, c'est une façon pour la NASA de financer leur recherche et développement. SpaceX, aujourd'hui, il n'y aurait absolument pas de SpaceX si la NASA n'avait pas payé des tonnes et des tonnes de contrats pour lancer des trucs dans la station spatiale, pour mettre des satellites de l'armée. Beaucoup de satellites de l'armée maintenant sont lancés par SpaceX. Et c'est quelque chose, faut rendre à César ce qui est à César, auquel les Américains sont super bons à faire ça, où une agence gouvernementale va donner des contrats à des sociétés privées qui vont utiliser cet argent pour se développer et ensuite prendre des marchés à l'international. Et dans ce cas-là, c'est pour ça que Jeff Bezos, il veut absolument que Blue Origin ait sa part du gâteau, parce que pour eux, c'est la seule façon de se développer, c'est de faire des vraies missions. Si tu fais pas des vraies missions, si tu aides pas la NASA à aller sur la Lune, parce que le faire tout seul, ça doit être assez compliqué, t'es mort en fait, et tu peux rien faire. Et donc le souci, c'est que là, il est un peu dans une impasse et donc il tente le tout pour avoir ce contrat.
Mais ça montre à quel point ça doit être un avantage concurrentiel de dingue, effectivement, pour SpaceX. On peut rappeler que aussi ces missions, on pourrait les voir comme étant simplement des missions de délire scientifique, si tant est qu'on puisse les considérer comme telles. Mais évidemment, ça rayonne après. On sait qu'il y a des innovations qui ont profité à beaucoup de personnes sur Terre, ne serait-ce que le suivi météo, le GPS. Évidemment, je passe à côté de beaucoup d'innovations. Ben, un sentiment par rapport à cette conquête aussi de l'espace au travers de contrats aussi gargantuesques. Où est-ce qu'on passe à la suite? Non, alors effectivement, moi je suis d'accord que là on est dans quelque chose de très différent avec une finalité qui est claire et nette et évidemment il y a un avantage commercial et plus que ça même stratégique à avoir accès à l'espace. Rappelez-vous aussi à l'époque de Facebook qui voulait faire des drones de très haute altitude qui devaient voler dans la stratosphère et être ce qu'on appelait des pseudo-satellites. Vous voyez que toutes ces grandes sociétés comprennent, et il n'y a pas besoin d'expliquer pourquoi, l'enjeu stratégique d'avoir accès à ces... disons aux satellites de basse altitude ou à d'autres formes finalement de télécommunication. Donc ici vraiment on a quelque chose d'hyper intéressant et je comprends qu'ils aient envie, qu'ils poussent absolument pour en faire partie. Maintenant la question de nouveau, on est tout au début. Vous savez que moi je travaille dans le domaine des drones et plus particulièrement de comment est-ce qu'on automatise le trafic des drones. Mais on est en train de se poser la même question pour l'espace dans la mesure où on connaît le problème des débris dans l'espace. Donc d'une part, soit on va les récupérer, soit on va devoir commencer à les éviter, soit mieux encore, on s'évite entre soi et on évite de créer des nouveaux débris. Mais donc, on arrive à la question de comment est-ce qu'on va gérer finalement le trafic dans l'espace, dans des endroits où il y a encore 30 ans ou 40 ans, peut-être qu'on commençait à se poser la question, mais enfin, on n'imaginait pas qu'on devrait avoir un système de gestion du trafic. Et donc là, on a d'autres questions comme ça qui se posent, mais clairement, l'intérêt là, il est colossal. Eh bien, on va suivre de toute façon dans le temps ce qui va se passer, parce qu'à mon avis, ça va pas en rester là. Il y aura plein d'autres sujets autour de l'espace et c'est probablement une grosse composante de l'avenir de la tech. Alors, une autre composante, et là, on va essayer d'enchaîner sur quelque chose qui va être dans une toute autre dimension, dans tous les sens du terme. On va parler un petit peu de métavers. Alors, de deux choses l'une, soit c'est une innovation pour laquelle on ne saisit pas encore tous les tenants et les aboutissants et même les composantes, soit c'est un des plus formidables buzzwords sans fond auxquels on va se confronter. On va en discuter ensemble. Il faut que je vous décrive un petit peu ce dont il s'agit. C'est le métavers, déjà un changement d'orientation qui est annoncé par Mark Zuckerberg pour Facebook, donc pour l'entreprise, Facebook, pas forcément que pour le réseau social, mais pour l'entreprise. Ils veulent que d'ici 5 ans, et c'est ambitieux 5 ans, réfléchissons à l'échelle de 5 ans, ça signifierait que beaucoup de choses se passeraient, mais bon. Ils veulent que d'ici 5 ans, on ne perçoive plus la société Facebook comme une entreprise de réseaux sociaux, mais comme un métavers. D'ailleurs, ça peut faire se rappeler le fait qu'il y a quelques années, ils prenaient déjà la parole, rappelez-vous, sur le fait qu'ils voulaient que Facebook propose la téléportation et que ça arriverait même très vite. Évidemment, vous l'avez vu, c'est pas encore arrivé, mais ça pourrait être un élément de justification, vous allez voir. Alors, qu'est-ce que c'est que ce terme de métavers ? Il a été, a priori, formulé la première fois dans un roman qui date de 1992, qui s'appelle Snow Crash, écrit par monsieur Neil Stephenson. En gros, ça décrit... il y a des personnes qui se sont emparées du terme il y a de ça quelques mois, ils n'ont pas attendu les annonces de Mark Zuckerberg pour essayer de définir ce que ce serait qu'un métavers. Donc c'est quelque chose qui définirait le fait de couvrir les mondes physiques et virtuels, contenir, ça c'est le premier point. Le deuxième point, ce serait contenir une économie à part entière. Et 3, c'est une composante assez essentielle, présenter une forte interopérabilité. C'est souvent des termes qu'on a utilisés peut-être un petit peu facilement pour décrire Fortnite ou même Roblox. Donc ces univers, vous le savez, c'est des jeux vidéo, on va pas vous présenter Fortnite, mais ce jeu vidéo qui va un petit peu au-delà de simplement une interaction ludique, puisque on a pu voir la manifestation de concerts par exemple dans laquelle les gens se réunissaient mais qui avait lieu dans Fortnite. Il faut y voir une convergence entre la réalité physique, la réalité virtuelle et la réalité augmentée. Alors son parti pris, c'est de dire qu'aujourd'hui on est tous très connectés, mais au travers des smartphones qui définit comme des rectangles d'affichage, de manière un peu péjorative certes, et il décrit le fait que pour lui c'est pas naturel.
il voudrait que le métavers se présente comme le successeur de l'Internet mobile qui permette d'incarner une connexion au lieu de consulter quelque chose de manière un petit peu passive. Il veut que ce soit un environnement persistant et synchrone où nous pouvons être tous ensemble, qui peut être représenté, et là ça fait réfléchir un petit peu plus parce que j'ai du mal à visualiser les choses dans le détail, mais qui peut être représenté en 3D, mais c'est pas forcément obligatoire. D'ici la fin de la décennie, il voit les casques de VR qui pourraient être portés tout le temps. Alors évidemment, si c'est le cas, si on peut porter un casque de réalité virtuelle tout le temps, sans que ce soit trop invasif, on peut imaginer beaucoup de choses derrière, notamment son bureau portable, qu'on peut emmener vraiment partout, qu'on peut être le seul à voir au travers de ses lunettes, qu'on lève d'un glissement de doigts dans un Starbucks. Là encore, je reprends des exemples qui ont été formulés par Mark Zuckerberg. Évidemment, la tenue de réunion pourrait être beaucoup plus incarnée, au travers pas simplement d'une mosaïque d'affichage à la Teams ou à travers Zoom, mais vraiment en incarnant la présence physique, en se rappelant de où sont les différents collègues autour de la table. Et par extension, il voit même le développement de plein de métiers, dont des créateurs qui pourraient fournir plein de ressources dans ce métavers, une économie qui pourrait même se créer autour de ça. Alors ça tombe bien, évidemment, c'est des sujets qui méritent d'être abordés à l'époque où on est en pleine pandémie, où on a éprouvé plus que jamais le travail à distance, le télétravail. Ça paraît très futuriste, peut-être un peu flou, et je voulais juste avoir un petit peu votre aperçu parce que je sais pas si je n'arrive pas à bien apercevoir ce qu'il y a derrière et si c'est quelque chose qui sera forcément le prochain truc. Je sais pas si il est réaliste de s'imaginer que ce prochain truc pourrait arriver dans 5 à 10 ans. Et est-ce que Mark Zuckerberg et Facebook seraient la société la plus appropriée pour développer ce type de projet ? Allez, un sentiment à chaud peut-être, Baptiste, qu'est-ce que tu penses de ce métavers ? Est-ce qu'il s'agit du prochain buzzword plein de flancs derrière, ou est-ce que tu entreaperçois un vrai avenir technologique ? Un buzzword, c'est sûr. Un vrai avenir technologique, enfin, ce qu'on essaie de faire là, c'est vraiment de prédire le futur et c'est de dire, ok, dans 10 ans, le monde il va être comme ça. Je pense, si en 2000, tu demandais aux gens qu'est-ce que ce sera le futur, je pense qu'il n'y aurait pas grand monde qui t'aurait dit, écoute, moi je pense que c'est Apple qui va révolutionner les choses avec un smartphone. Tu vois, enfin, c'est vrai qu'on a tous en tête, je te coupe un peu, mais c'est vrai que pour remettre en perspective, on a toujours en tête cette image qui fonctionne bien dans les présentations des services marketing publicitaires. Peut-être moins ces derniers temps, mais où on voit les 2 photos de présentation du pape, de l'annonce du pape, où on voit une première photo où tout le monde, on voit la foule en gros qui attend l'annonce du pape, et la deuxième photo bien des années plus tard où on voit que tout le monde est en train de filmer la scène avec son smartphone. Et c'est vrai que quand on prend du recul, c'est marquant. Alors c'est pas marquant au sens ça n'a pas bouleversé notre vision du quotidien dans une apparence immédiate, ça l'a bouleversé en profondeur, mais pas forcément en apparence immédiate. Mais c'est vrai que ça a changé quand même pas mal les choses. Tu as raison de remettre ça en perspective. Mais c'est ça, c'est prédire le futur, c'est dur. Et c'est vraiment, enfin, c'est impossible. Et donc, je pense que, ok, Facebook, ils font leur discours marketing, faut le prendre comme ça. Est-ce que c'est le futur ? Je suis pas certain, tu vois. Va demander à n'importe qui dans la rue, qu'est-ce que c'est le futur de la tech pour lui ? Franchement, je pense qu'il y en a beaucoup qui vont dire, ouais, on aura des lunettes et on verra, et genre, t'auras plus rien au mur et t'auras plus de télé et tout sera dans les lunettes. Mais franchement, c'est pas sûr que ça va arriver. Aujourd'hui, je regarde le HoloLens, le Magic Leap, ce genre de device qui sont censés être de la réalité augmentée au-dessus de ta vision. Ça fait des années qu'ils galèrent malgré le fait qu'il y a eu des milliards et des milliards d'investis. Donc, c'est absolument pas certain que dans 5 ans, la technologie, le problème, il va être résolu, tu vois. Peut-être que Mark Zuckerberg, il a des informations que j'ai pas. J'espère pour lui. Mais c'est pas certain, tu vois. Et donc, j'ai vraiment beaucoup de mal à me dire c'est ça le futur. Moi, j'attends de voir. Ça se trouve, ce sera ça. Et ça me plaira bien. Mais sinon, soyons curieux. Ben, de ton côté. Moi, c'est facile ces temps de critiquer Mark Zuckerberg et voilà. Mais sincèrement, sur le coup, je trouve que c'est ambitieux, je trouve que ça montre quelque chose qui va dans la bonne direction et je trouve que ça va exactement dans l'esprit de ce dont on a besoin parce qu'on travaille à distance, etc. Moi, je fais l'expérience récemment, je vous donne un jeu auquel je joue qui s'appelle It Takes Two, que je joue avec mon frère, qui est un jeu collaboratif, et tu peux tout à fait t'imaginer ce genre d'expérience déjà. Là, c'est pas en réalité augmentée, mais c'est cette
espace de collaboration virtuelle dans un jeu qui est hyper bien produit, qui est sympa, etc. Je peux imaginer ça évidemment également au niveau professionnel très facilement, étant amené à voyager pas mal avant, dans le monde d'avant en tout cas on va dire. Et sincèrement, la question pour moi qui sous-tend vraiment le succès ou pas, c'est la capacité de collaborer. C'est vrai que c'est là où on va voir si ça a une chance ou pas. Si on arrive vraiment à sentir qu'on peut faire des choses ensemble, et c'est pour ça que je prends l'exemple dans ce jeu, parce que c'est drôle, on a envie, et cette collaboration, elle est sympa et elle fait plaisir. Si on arrive même à répliquer quelque chose dans une moindre mesure comme ça, c'est évident qu'on ne va pas revenir en arrière. Et je pense qu'il y a une vraie chance qu'on y arrive, parce qu'on sait tous, il n'y a pas besoin de revenir maintenant. On a assez parlé de la Zoom fatigue et de pourquoi, oui, c'est super, oui, on peut faire beaucoup, mais il y a cette barrière. Donc, enlever cette barrière, c'est the next big thing, comme on dit, c'est la prochaine grande percée, en tout cas au niveau social. Et oui, dans ce cas-là, Facebook sont absolument positionnés de manière idéale pour réussir. Moi, ce qui me fait quand même encore une fois poser question, c'est effectivement cette échéance. Là, on parle de 5-10 ans, ça me paraît tellement proche malgré tout pour voir de tels bouleversements. Quelques peut-être des détails, parce que là, j'ai repris des éléments suite à une interview qu'a donné Mark Zuckerberg auprès de The Verge. Mais depuis, il y a eu les résultats financiers et Mark Zuckerberg a annoncé des éléments un petit peu complémentaires. Au passage, je fais une toute petite parenthèse pour dire que si vous en inquiétiez, les résultats financiers pour les GAFAM, ils sont excellents, ils sont stratosphériques. C'est des entreprises qui se portent mieux que jamais. Voilà, on va pas rentrer dans les détails, mais ils cartonnent. Et en tout cas, il a annoncé que le prochain produit, ce serait des Ray-Ban. Donc ils sont a priori en train de travailler avec Luxottica, une entreprise. Moi je connaissais pas cette marque, je l'ai découvert en préparant ces sujets-là. C'est la marque qui est derrière Ray-Ban, mais pas que. Il y a des dizaines de marques de lunettes qui sont rattachées derrière ce groupe. J'ai trouvé ça complètement dingue. Et cette première étape d'appareil nécessiterait encore un smartphone pour fonctionner, mais évidemment le but c'est que ce soit quelque chose d'autonome par la suite. Il y aurait 2 projets en interne chez Facebook, donc là ça relève de la rumeur, mais ça permet de dessiner un petit peu de réalisme sur ce projet. Il y aurait le projet Orion qui viserait à mettre en place des lunettes de ce type d'ici la fin de l'année, et le projet Aria de l'autre côté avec des véritables lunettes de réalité augmentée extrêmement légères. Il faut savoir, on peut le rappeler aussi, que Facebook c'est derrière le groupe Oculus qui propose l'Oculus Quest 2 qui est un très bel exemple de casque de réalité virtuelle autonome, relativement léger, je dis bien relativement, mais donc ils sont peut-être aussi bien placés pour proposer ce type de produit. Et d'autres éléments aussi de précision sur cette vision du métavers par Mark Zuckerberg, c'est que, évidemment, dans le cadre de l'interview, il a été un petit peu challengé. Il a été challengé sur le côté décentralisé ou contrôlé par une entité. Et c'est là où on voit bien que la vision qu'il décrit, c'est tout à la fois le projet d'entreprise à long terme de Facebook, mais aussi sa vision un peu théorique des choses d'un point de vue général. Et il décrit bien le fait qu'il y aurait probablement plusieurs métavers. Il y aurait des métavers ouverts, comprenez un petit peu comme il y a des OS mobiles ouverts aujourd'hui comme Android, et il y aurait des métavers fermés, donc qui seraient très contrôlés par leur entité. Comprenez des métavers à la Apple. On voit qu'il porte aussi sa guerre concurrentielle aussi à ce niveau-là, bien entendu. Et il a été aussi challengé sur quelle place pour les entités publiques sur un métavers, sur un nouvel environnement d'échange. Est-ce qu'il faudrait que ce soit contrôlé aussi par des entités et des organismes publics? Il donne plusieurs exemples, mais oui, grosso modo, de toute façon, il serait très mal placé de sa part de dire que non, seuls les GAFAM devraient contrôler ce type d'environnement. Il évoque Wikipédia, qui est évidemment une formidable ressource qui est indépendante et qui est dirigée par une association. Donc voilà, ça laisse imaginer plusieurs aspects de sa vision qui sont intéressants. À voir si effectivement on le touchera du doigt ou si ce sera un pur buzzword. Peut-être que ce sera un mix des deux. Rappelons que l'intelligence artificielle, il y a des vraies innovations derrière, des vraies plus-values, et qu'en même temps, ça reste aussi un mot qui est facilement galvaudé et qui est facilement utilisé à tort et à travers.
Bon, on verra ce qu'il en sera du multivers. Peut-être. Du métavers, pardon. Ouais, peut-être un point sur le métavers. Je sais pas si on l'a mentionné de manière assez claire, mais parce qu'on a beaucoup parlé de réalité virtuelle ou augmentée, etc. Mais oui, il y a ce côté 3D, mais aussi un aspect qui est important, c'est le côté persistant, le côté où on va pouvoir passer d'un outil à un autre, de son smartphone à son casque de réalité virtuelle. Et ça, c'est important, hein, la transition d'un objet à l'autre qu'on connaît maintenant, hein, quand on travaille, on peut commencer à travailler sur son téléphone et puis finir quand on arrive au bureau sur voilà, son outil de travail habituel. C'est aussi quelque chose qui est absolument critique ici et qui n'est pas évident quand on veut transmettre une expérience à réaliser. Ça a pris beaucoup de temps pour la bureautique, quelque chose de plus simple. Et ça, à mon avis, ça va être où je suis curieux de voir comment ils vont l'implémenter. C'est, à mon avis, là, le gros challenge technique. C'est quand même des supports très différents. Oui, c'est bien que tu le soulignes effectivement, parce qu'il ne faudrait pas représenter ça que sous l'angle d'éléments de réalité virtuelle ou réalité augmentée, effectivement. Bon, Baptiste, une ultime réflexion quant au métavers, ou metaverse pour les anglophones. Une dernière réflexion que je trouve, enfin, c'est que Ben, à chaque fois qu'on décrit des exemples de metaverse, Ben il disait l'exemple de son jeu. Donc c'est vraiment un exemple très simple. Toi tu décrivais Roblox ou Fortnite, et j'ai l'impression que d'un côté les exemples qu'on a et ce qui pourrait marcher, c'est à chaque fois des choses qui sont très des applications qui deviennent plus que ce qu'elles sont finalement. Tu as un jeu vidéo, ouais, pour l'instant c'est surtout des jeux. Alors que Facebook, ils ont une approche beaucoup plus, ok, nous, on va créer un metaverse et ce sera le metaverse Facebook, mais encore une fois, j'ai l'impression qu'on applique les anciens schémas de pensée, tu vois. Pareil, quand tu dis, oh, il y aura des metaverses ouverts, fermés, ok, il y aura iOS, le metaverse iOS, le metaverse Android, mais si ça se trouve, c'est pas du tout la logique que ça utilisera. Et donc, c'est pour ça que j'ai un peu de mal avec le discours de Mark Zuckerberg. Oui, bah, c'est un petit peu aussi le risque qu'on peut avoir derrière un mot comme ça qui est téléporté dans de telles prises de parole, c'est qu'on peut facilement y associer ce qu'on a envie et en même temps peut-être définir une direction. C'est intéressant de voir que là, on est sur un autre pan de l'innovation et du futur de la tech. On n'est plus dans l'espace, mais quand même sur une autre dimension. Donc, on verra. Là aussi, on suivra. C'est peut-être le début de quelque chose ou le début de plein de blagues. Allez savoir. Dernier thème phare de cette émission qu'on va discuter ensemble, c'est le projet Pegasus. Donc je pense qu'encore une fois, si on voulait se tenir au courant de ce qui se passe dans la tech au milieu de l'été, il fallait qu'on parle du métavers, il fallait qu'on parle du tourisme spatial qui commence, et il faut aussi qu'on parle de ce projet Pegasus. Alors qu'est-ce que c'est ? C'est une initiative et un travail qui a été mené par Forbidden Stories. Alors Forbidden Stories, c'est quoi ? C'est, parce que je pense que beaucoup de personnes, moi le premier, ne savaient pas ce dont il s'agissait. C'est tout à la fois un site internet et une plateforme qui est animée par l'association de journalistes Freedom Voice Network, qui a été créée en novembre 2017 par donc Laurent Richard, qui est lui-même un journaliste assez engagé sur pas mal de domaines du journalisme d'investigation. Et c'est une initiative qui est soutenue par Reporters sans frontières. Alors, de quoi parle le projet Pegasus ? Bon, Pegasus, on connaissait déjà. On avait déjà eu quelques mentions de ce que c'était il y a de ça plusieurs années. Donc là, on en reparle avec une nouvelle dimension, mais c'est un logiciel espion qui a été développé, qui est développé même en permanence par une entreprise israélienne qui s'appelle NSO Group, qui permet, allez, schématiquement, d'obtenir à peu près tout de votre vie sur votre smartphone. Donc tous les contenus, d'activer à distance la caméra, le micro, évidemment prendre connaissance des conversations, puisque même si les messageries sont maintenant globalement chiffrées, en gros ça prend une photo des informations qui sont diffusées à l'écran, donc grosso modo c'est un logiciel c'est une catastrophe. Voilà, si vous l'avez sur votre smartphone, imaginez-vous que tout ce qui passe sur votre smartphone va être collecté. Ça fonctionne en plus en 0 clic, donc en 0 clic ça veut dire que vous n'avez pas d'action à mener de votre côté sur le smartphone, comme ça peut être le cas par exemple d'un phishing. Donc le principe du phishing, c'est que vous cliquez sur un lien malveillant qui est dans un mail qu'on vous a envoyé, donc ça déclenche une série d'actions malveillantes. La 0 clic, ça veut dire que ça peut être fait à votre insu et vous ne vous rendez compte dans l'absolu de rien. C'est aussi un logiciel qui exploite des failles 0 day. Ça fait beaucoup de zéros, je suis navré, mais pour bien rappeler les choses, les failles 0 day, c'est les failles qui n'ont pas été identifiées par les acteurs qui développent les logiciels ou les systèmes d'exploitation et qui n'ont pas fait l'objet forcément de correctifs.
Donc c'est des failles évidemment plutôt dangereuses. Et quand une entreprise, quand des personnes mal intentionnées identifient des failles zero day, évidemment, ça peut être extrêmement précieux. Le logiciel Pegasus fonctionne avec l'aval du gouvernement israélien. Disons, NSO Group qui commercialise ce logiciel, le commercialise à des entités, bien souvent des gouvernements, avec l'aval du gouvernement israélien qui dit « Ok, je suis d'accord pour que vous commercialisez Pegasus à telle entité ». La raison d'être de Pegasus, parce que là, tel que je le décris, on dirait quand même, et ça l'est, hein, un logiciel pirate bassement recommandable, c'est officiellement d'aider les gouvernements à lutter contre le crime organisé, le terrorisme. Par exemple, NSO Group a une liste de 55 pays auxquels ils sont pas censés vendre leur logiciel parce que le but, c'est d'aider les gentils pour se défendre des méchants. Voilà, vous avez compris, mettez les guillemets derrière les mots que j'utilise pour que vous compreniez bien un petit peu la direction que je prends. Ils le disent, hein, notre objectif est d'aider les États à protéger les citoyens et à sauver des vies. Alors, qu'est-ce que le projet Pegasus ? C'est une enquête donc menée par Forbidden Stories, par plus... alors, il y a plein de médias hein, qui sont partie prenante dans cette enquête, et ils se sont basés sur une fuite de 50... On ne sait pas trop d'où vient hein, cette fuite d'ailleurs, mais une fuite de 50 000 numéros de téléphone qui ont été sélectionnés pour être ciblés par des clients de NSO Group. Donc, alors ça ne veut pas forcément dire que ce sont des numéros qui ont fait l'objet d'attaques par ce logiciel Pegasus, mais c'est une liste de numéros. En gros, c'est une to-do list des clients de Pegasus et donc des clients de NSO Group. Alors, en tout cas, c'est pas exhaustif, mais on peut imaginer que ces 50 000 numéros pouvaient être ciblés. Et qu'est-ce qu'on a identifié comme étant ciblé ? Bien évidemment, des tonnes de journalistes. Il y a plus de 200 journalistes ciblés a priori dans le monde, des défenseurs des droits humains, des opposants politiques, des hommes d'affaires, des chefs d'État, bref, pas forcément ce qui pourrait répondre à l'intention de NSO Group et de Pegasus, à savoir, comme je vous le disais tout à l'heure, hein, des terroristes et des entités très mal intentionnées. Les clients, a priori, de NSO Group, c'est aussi des régimes autocratiques, en plus de régimes démocratiques tels que ça pouvait être affiché par le passé. Et ce qu'on découvre aussi, par extension, c'est que Pegasus peut toucher virtuellement n'importe quel smartphone. Enfin, forcément, par définition, n'importe quel smartphone peut faire l'objet de failles dites zero day, donc qui n'ont pas été identifiées par tout le monde et qui n'ont pas été corrigées, y compris, et certains sont tombés de leur chaise, y compris des iPhones, mais des iPhones récents avec des dernières versions d'iOS, de quoi mettre à mal évidemment pas mal de discours publicitaires de la part d'Apple. Alors, comme je disais tout à l'heure, Pegasus, on découvre pas forcément ce que c'est, même s'il est remis en lumière dans l'actualité au courant de cet été. Ça avait déjà été mentionné dans le cadre de l'affaire de Jamal Khashoggi. Vous vous rappelez, le chroniqueur du Washington Post qui a été, a priori, assassiné dans le consulat saoudien en Turquie en octobre 2018. Bon, il a disparu dans ce consulat. Tout porte à croire qu'il a été assassiné. Et a priori, il a été victime, bon, lui, de Pegasus, mais également son entourage avant et après son assassinat. Donc on avait déjà parlé de Pegasus à cette occasion, mais on en a parlé à plusieurs reprises. Là, ce qu'on apprend de nouveau, c'est cette dimension qui montre à quel point il y a énormément d'États et énormément de cibles qui sont concernées par Pegasus. On est très loin d'une utilisation malveillante, un peu confidentielle et occasionnelle, mais on est sur quelque chose de bien plus massif. Il y a eu une réaction ces derniers jours de la part de NSO Group qui a réagi à cette enquête, qui nie évidemment les fausses allégations, je cite, sur l'utilisation de son système et qui réitère que l'entreprise a une mission qui sauve des vies. Et on a ces derniers jours des manifestations, notamment en Inde, de la part de pas mal d'opposants politiques qui se soulèvent. Il y a eu pas mal de manifestations face au gouvernement qui nie avoir utilisé Pegasus, alors que pas mal de numéros de personnes qui sont impliquées dans la vie politique en Inde ont été identifiés dans ce listing. Est-ce que vous avez suivi cette petite chronique de l'été, Baptiste et Ben ? Est-ce qu'il y a des choses qui vous marquent ? Est-ce qu'il y a des enseignements qu'on peut en tirer ? Baptiste, comment est-ce que tu vois ce projet Pegasus ?
Ben, je dirais il y a deux aspects à séparer. Il y a un peu l'aspect technique finalement de OK, c'était une faille 0 day sur les iPhones, tu pouvais faire ceci, cela. Et ça, globalement, je sais pas ce que vous en pensez, si peut-être vous avez d'autres éléments, mais c'est assez inintéressant. Enfin, c'est pas inintéressant, mais c'est relativement classique finalement. Il y a rien de spécial. Des failles 0 day, on peut faire ce qu'on veut, il y en aura toujours. Apple peut faire ce qu'ils veulent, il y en aura toujours. Et c'est super dur à mitiguer. Enfin, à partir du moment où tu as un iPhone qui est connecté à Internet, qui est en plus qui est hyper commun, enfin bref, tu vois, il y en a plein. C'est impossible qu'il n'y en ait pas. La question, maintenant, donc ça, c'est pas intéressant. Sur cet Pardon. aspect-là, je pense qu'effectivement, quand on est éclairé des sujets autour de la tech, comme ça doit être le cas raisonnablement de pas mal d'auditeurs du podcast, je pense qu'effectivement, dans le fond, on peut tomber d'accord sur le fait que c'est pas une grande information. Je pense quand même que la portée de ce sujet montre auprès du grand public à quel point aucun appareil n'est à l'abri. Et en plus, avec, encore une fois, des failles qui nécessitent pas forcément de mauvaises pratiques. On éduque beaucoup les gens en ce moment sur, ne cliquez pas dans un email de la part de votre banque qui vous demande votre mot de passe ou pour les impôts. Et en gros, on essaie de distiller une hygiène numérique. Mais en fait, ce qu'on est en train surtout de faire comprendre à tout le monde et au grand public, c'est que même si on a ce type de pratique, on n'est pas à l'abri. Alors soyons clairs, ce type d'attaque ne concerne pas monsieur et madame Michu, mais concerne des personnes qui, dans la société, ont des rôles importants. Mais quand même, ça veut dire que sur le plan technique, pour revenir sur le sujet que tu listes, on est quand même en train de dire qu'il y a zéro environnement complètement sécurisé. Et ça, je pense que le grand public le découvre quand même là, avec cette affaire. C'est possible. Je dois dire, en tant que personne qui suit l'actualité tech, on est un peu biaisé parce qu'on a du mal à voir ce que la personne lambda sait. Mais effectivement, de plus il y aura des attaques comme ça, plus les gens en seront conscients. Maintenant, je pense qu'il faut quand même un peu relativiser ça. Je pense que les personnes qui étaient visées par Pegasus, elles le savaient à peu près. Tu vois, quand tu es opposant politique, quand tu es journaliste, tu sais qu'il faut prendre des précautions, que ton iPhone, il peut être dangereux. Maintenant, il y avait notamment un journaliste dans l'article que tu mentionnes qui dit qu'il regrette de pas avoir pris plus de mesures de sécurité parce que, par exemple, il utilisait son téléphone personnel pour parler à des sources. Donc ça, c'est le genre de choses qu'il faudrait pas faire. Et voilà. Mais globalement, je pense que les gens qui sont les cibles, qui sont vraiment des gens, comme tu l'as dit, hyper ciblés, et parce que ces failles coûtent très cher, très compliqué, et plus cette personne visée, plus il y a de risques que ce soit découvert. Donc c'est toujours l'enjeu. Donc ces personnes-là, elles le savent déjà. Maintenant, et pour le grand public, il y a beaucoup moins de risques quand même, je dirais. Ouais, c'est indéniable. Bon, il y a quand même pas mal de témoignages effectivement qui sont relayés par Forbidden Stories qui montrent à quel point il y a des personnes qui pensaient être éclairées encore une fois et faire attention. Tu vois, on parle des messageries, on parle de Signal par exemple. On se rend compte à quel point le fait d'utiliser Signal ou un autre service de messagerie quel qu'il soit, à partir du moment où tu manipules des informations sensibles, où tu es une personne qui a un rôle un peu sensible dans la société, en fait c'est un peu kiff bourricot quoi. On a parlé de cibles qui sont pas encore une fois des monsieur et madame Michu, hein, mais parmi les cibles identifiées, il y aurait Emmanuel Macron, qui fait partie, je crois, des 4 chefs d'État qui sont présents sur cette liste, en tout cas un des numéros de téléphone d'Emmanuel Macron d'il y a quelques années, Édouard Philippe, des ministres, pour parler de la France, et a priori ce serait des cibles qui étaient visées par le Maroc, mais il y a aussi plein d'autres cibles, hein. Il y a, alors encore une fois en France, pour la partie média, il y a Edoui Plenel qui est derrière Mediapart, mais il y aura aussi des imams, des prêtres, des youtubeurs, bref. Ben, ton sentiment, est-ce que maintenant tu trembles à l'idée d'être ciblé par Pegasus ? Non, alors moi je pars du principe, un peu comme Baptiste, que tout ce qui est sur mon téléphone et que tout ce que j'envoie et que tout ce que je fais en ligne est public. Pas forcément dans l'idée que ça va passer quelque part, mais tôt ou tard, si quelqu'un veut accès, il aura accès. Mais le truc qui m'impressionne, c'est aussi, est-ce que ça vous surprend pas quand aujourd'hui, il y a des gens qui se font encore crocher sur des écoutes téléphoniques ? Je me dis, mais qui va encore dire au téléphone quelque chose qu'ils ont fait d'illégal, par exemple ? Et c'est là où finalement, je pense qu'il y a de beaux jours devant tout ce genre de programme, mais sans avoir finalement recours à des choses aussi compliquées. Donc effectivement, en tant qu'utilisateur, utilisatrice, on doit vraiment être pleinement conscient des dangers. Moi, je fais partie de ce programme. Hein. Je suis pas sur iPhone, j'ai un téléphone Android qui s'appelle la protection avancée. C'est le programme de protection avancée de Google. Alors, ça vous sauve pas de tout, mais typiquement, ça vous empêche d'installer certains types de programmes qui sont pas jugés sûrs. Il y a l'authentification à 2 facteurs qui est vraiment poussée et requise. Donc voilà, il y a toute une série de choses,
déjà assez simples qu'on peut faire pour éviter de faire les erreurs les plus affreuses, disons. Ouais, je suis effectivement aussi d'avis que malheureusement, quel que soit le support et quels que soient disons, les protections qu'on prenne, il y aura toujours un grand risque, si on est une personne sensible, de se faire prendre toutes ces données. Alors, ce qui m'interpelle du coup dans ton retour, Ben, et dans ton sentiment, c'est que finalement, il y a presque un aveu d'échec, quoi, quelque part. Parce que, alors évidemment, cette affaire Pegasus, elle a laissé place à des articles annexes, et on a par exemple parlé du smartphone chiffré d'Emmanuel Macron, mais qui est utilisé par plein de chefs d'État et par plein de personnalités sensibles, notamment de la société CryptoSmart, qui est une filiale, je veux pas dire de bêtises, mais je crois que c'est de Thales, qui se veut être le smartphone chiant à mourir au niveau de son fonctionnement, mais qui au moins voilà, te permet des échanges chiffrés, sécurisés, etc. Dans les faits, en fait, il y en a beaucoup qui critiquent le fait que ces chefs d'État, ces responsables l'utilisent pas, parce qu'au quotidien, c'est pas des outils qui permettent de communiquer comme on l'entend aujourd'hui. Communiquer, c'est pas simplement de se passer des coups de fil aujourd'hui. Communiquer, c'est aussi s'envoyer des informations, des documents, des ressources, des liens, qui sont autant d'éléments qui sont très difficiles à être échangés sur des appareils hyper sécurisés. Mais ça veut dire quoi, selon toi, Ben, l'aveu d'amertume dont tu fais part sur ton constat? Tu dis, finalement, moi, tout ce qui passe par mon smartphone, je sais que c'est potentiellement public. Ça ne veut pas dire évidemment que tu le cries sur les toits, mais que tu prends conscience que ce sont des informations publiques. Est-ce qu'aujourd'hui, dans ton travail et dans ta vie privée, tu as d'autres moyens d'échange qui sont plus fiables que le smartphone, ou est-ce que finalement c'est pas de facto un moyen de dissuader les opposants politiques et les personnes engagées? En gros, c'est un petit peu un des constats qui est fait dans plusieurs discussions. Là aussi, c'est les équipes de Mediapart qui reprenaient le sujet et qui discutaient, mais qui disaient que, au-delà d'être un outil extrêmement dangereux en matière de surveillance par les États et par les clients de NSO Group, c'est aussi quelque chose qui est de l'ordre du dissuasif. Parce qu'aujourd'hui, si jamais tu te rends compte que absolument rien dans les ressources technologiques, les ressources modernes te permet d'investir tes problématiques en matière de communication, bah finalement, ça dissuade presque de vouloir t'opposer au régime en cours, et puis tu vas faire le bon soldat. Ouais, je pense que il y a eu une affaire, alors pour les personnes qui ne sont pas suisses, qui nous écoutent, il y a eu une affaire en Suisse en début 2020 qui s'appelait l'affaire Crypto. Alors pourquoi Crypto? C'est le nom d'une société zougoise qui s'appelait Crypto SA, AG. Et en gros, c'était la société qui fournissait les façons d'encoder ces messages. Malheur, la CIA et les services de renseignement allemands avaient accès à ces clés, et donc ils ont pu lire des documents pendant très longtemps. Et la question se pose pour tout ce qui est dans la cryptographie. Sincèrement, moi, j'ai pas les moyens de savoir qu'est-ce qui est vraiment sûr ou pas. On nous le dit, alors après on fait confiance. Mais dans un monde où on commence à parler de se mesurer à des États qui ont des moyens, etc., sincèrement, je pense qu'à un moment, il faut faire le deuil. Et ça, c'est une réalité qui est dure. Et qui, voilà, peut-être il y a des gens qui sont très créatifs et qui peuvent trouver des solutions. Mais c'est vrai que c'est important d'être pleinement conscient de cet état de fait. Baptiste, encore une fois, le mot de la fin sur ce sujet, ou est-ce qu'on enchaîne rapidement avec nos news et rumeurs? Et un petit mot de la fin. Je pense qu'il y a un autre aspect qui est vachement intéressant, c'est quand tu parlais du rapport à Israël, où finalement le fait que Israël laissait NSO Group vendre ses produits, qui sont finalement des produits super dangereux. Tu vois, c'est presque, tu peux assimiler ça à tes armes de très haute technologie. Tu vois, aujourd'hui, si tu fabriques, je sais pas, disons pas une bombe nucléaire, mais tu vois, tu fabriques un Rafale, Dassault, ils peuvent pas vendre le Rafale au pays qu'ils veulent. Tu vois, il y a la France qui rentre en compte, qui dit oui, tu as le droit de faire ça, ça. Est-ce qu'on ne devrait pas faire pareil pour les virus informatiques, ces failles qui sont hyper compliquées, qui coûtent de l'argent, qui rapportent, qui peuvent être utiles aussi, comme ils le disent, pour lutter contre la cybercriminalité. Peut-être que finalement, c'est ça le truc, il faudrait les encadrer comme un peu tout. Est-ce que ça empêchera les dissidents de se faire espionner? Est-ce que ça empêchera tout? Non, mais ça peut être un garde-fou supplémentaire. Notamment parce qu'il faut utiliser le fait que ces technologies sont si complexes qu'il n'y a pas n'importe qui peut le créer. Tu vois, il n'y a pas n'importe quel russe, enfin je dis russe parce qu'on a beaucoup de ransomware qui viennent de Russie. Ouais. Tu vois, globalement les ransomware c'est beaucoup plus classique, alors que ça, NSO c'est du très très haut niveau. C'est notamment Edward Snowden qui parlait de ça, finalement de traiter ces virus comme des armes.
Ouais, c'est un point intéressant en termes de considération, c'est sûr. Pour bien prendre, encore une fois, la mesure de l'activité de Pegasus avec NSO Group, tu parles des ransomware. Quand on se documente un petit peu sur la manière dont, a priori, s'organise l'activité du ransomware, on se rend compte que c'est toute une chaîne d'approvisionnement, mais qui fait intervenir énormément d'acteurs différents. C'est rarement un jeune avec son sweat à capuche dans une cave qui, tout seul, initie quelque chose, mais c'est souvent toute une chaîne d'approvisionnement et il y a plusieurs acteurs qui sont différents rouages des attaques par ransomware. En l'occurrence, là, chez NSO Group, pour faire fonctionner Pegasus, c'est énormément de ressources, à la fois en nombre de salariés, mais en termes de budget aussi, qui sont consacrés à la recherche de ces failles 0D. Et je pense qu'il y a très très peu, voire aucune autre entreprise ou aucune entité dans le monde qui arrive à organiser autant de recherches autour de ces failles et autour de potentiellement de capacités d'attaque. Donc oui, c'est une toute autre dimension. Et effectivement, la considération que tu prends en compte et que tu décris, Baptiste, est intéressante. On va enchaîner avec quelques news et rumeurs. Je vous propose, Ben, Baptiste, de me couper la parole dès qu'il y a quelque chose qui retient votre attention. On a quelques petits sujets pour achever de décrire le panorama de la tech aux auditeurs du Rendez-vous Tech. Peut-être à commencer par un sujet qui fait le lien avec Pegasus, qu'on n'a pas mentionné tout à l'heure, mais vous le savez, en ce moment, ce sont les Jeux Olympiques. Et on ne va pas parler de résultats sportifs, loin de là, mais juste de quelques tests qui sont menés sous l'angle de l'innovation dans le cadre de ces Jeux Olympiques, ce qui est souvent le cas, hein. Les grandes manifestations sportives sont souvent l'occasion de tester des innovations technologiques. Et on a le Japon qui a testé avec un des opérateurs NTT chez eux la diffusion de événements sportifs, notamment des matchs, donc par exemple des matchs de badminton ou enfin des matchs de sport, quoi, des Jeux Olympiques, qui sont rediffusés sous la façon d'hologrammes dans d'autres stades. Alors, grosso modo, l'événement sportif a lieu dans un stade, il est filmé, il est rediffusé avec un hologramme à plusieurs dizaines, centaines de kilomètres de là. Alors, ça veut pas dire, il n'y a pas eu beaucoup de matchs qui ont été concernés par ça, c'est quelques tests, mais ce qui semble assez immersif pour qui se rend dans un stade au point que voilà, l'hologramme est tellement bien fait et tellement bien restitué qu'a priori c'est tout à fait convaincant. Il y a aussi une captation des sons et de l'environnement sonore du stade dans lequel a lieu la rencontre sportive qui est restituée dans l'autre stade. Ça paraît a priori extrêmement immersif. Donc je trouvais ça intéressant de le souligner parce que on est encore un petit peu plus loin que les hologrammes qu'on avait déjà pu voir à l'occasion de plusieurs événements ces dernières années. C'est encore un cran au-dessus. En matière de diffusion, il y a énormément d'appui sur les réseaux 5G et les réseaux mobiles qui offrent une très faible latence, ce qui montre à quel point c'est nécessaire dans ce type de dispositif. Et évidemment, par temps de Covid, ça a tout son sens. Et évidemment, je ne pouvais pas m'empêcher de faire le rebond avec le métavers de Mark Zuckerberg. Est-ce qu'il n'y a pas là un embryon de définition des métavers qu'il décrivait tout à l'heure ? À voir. Autre sujet, est-ce que vous vous êtes déjà fait, Ben, Baptiste, rickroller ? Ah, c'est clair. Quand même. Eh ben écoute, tu fais partie, Ben, du milliard de personnes qui se sont fait rickroller, puisque tout simplement c'est un chiffre symbolique, mais la chanson Never Gonna Give You Up sur YouTube de Rick Astley, où il y a la chanson et le clip de Rick Astley, a franchi le milliard de vues. Donc c'est pas la vidéo la plus vue sur YouTube, mais quand même c'est assez marquant. Est-ce que tu savais, Ben, Baptiste, d'où vient le terme de rickroll ? Votre silence me laisse imaginer que c'est pas le cas. Ça vient à l'époque, c'était le duckroll. Avant l'ère de YouTube, on se faisait duckroller, donc on faisait un lien vers une image d'un canard à roulettes, d'où le duckroll, ce qui a été après supplanté par le rickroll. Voilà. Et peut-être plus pragmatique, plus concret pour vous. Je crois savoir que vous êtes en partie abonné à YouTube Premium. YouTube propose une offre bien moins cher maintenant, va proposer une offre bien moins chère pour vous affranchir de la publicité. Vous ne serez plus obligé de vous abonner à YouTube Music en plus de YouTube Premium, et donc vous auriez a priori la possibilité de vous abonner. Là, il y a des tarifs indicatifs qui laisseraient imaginer que ça pourrait être autour de 7 € par mois, au lieu de 12 $, 12 euros tel que c'est pratiqué actuellement en Europe. Est-ce que vous êtes des bons clients de YouTube Premium ? Est-ce que vous trouvez que c'est une bonne proposition de vous affranchir de la pub pour moins cher ?
C'est clair, c'est clair. Moi, je dis, c'est éculé et c'est vieux de nouveau, mais la publicité, c'est une taxe sur les pauvres. Et c'est vrai, dans ma vie, je veux pas de pub, j'en ai pas. Alors, soit parce que je paye, comme YouTube Premium, je suis très content et toute ma famille en profite aussi. Ou alors, évidemment, il y a toujours les façons technologiques aussi qui peuvent y permettre si on sait s'y prendre. Mais d'une façon ou d'une autre, c'est évident qu'il n'y aura pas de pub. Et YouTube Premium, sincèrement, je suis très content, même si effectivement c'est un petit peu cher, mais ça vaut la peine. Bon, du coup, cette offre moins chère retiendra tout ton intérêt, j'en suis sûr. Parmi le panorama des acteurs de la tech, il y en a un qu'on voyait il y a quelques années vraiment au top et qui vraiment déployait beaucoup d'activités. C'est Huawei, qui n'est plus les pauvres dans le top 5. C'est eux qui ont pris, je pense, le plus cher par rapport à la guerre commerciale qui a été initiée par Donald Trump vis-à-vis d'un certain nombre d'entreprises chinoises. Et ils sont maintenant classés dans les divers, dans les entreprises divers sur les parts de marché et les ventes de smartphones en l'occurrence. Petit clin d'œil pour Honor, qui était une filiale de Huawei, qui est 5e. Et ils ont réussi à se maintenir la tête hors de l'eau. Ils ont été vendus à temps. Donc voilà, ils ont survécu à cette attaque de la part de Donald Trump. Dans la série des infos autour des composants, on a plein de petites choses qui se passent. Il y a a priori des discussions, ça reste de la rumeur, hein, mais de Intel qui serait en train d'envisager le rachat de GlobalFoundries pour un montant de 30 milliards, ce qui serait une acquisition une nouvelle fois historique, à la fois pour Intel, mais à la fois pour le marché des processeurs. On le sait, Intel, ils ont basculé un petit peu leur stratégie. Ils ont annoncé en tout cas une nouvelle stratégie dans laquelle ils veulent basculer, qui est tout à la fois l'innovation, mais aussi le fait de pouvoir réaliser les puces qui seraient commandées par d'autres entreprises, par d'autres acteurs. Donc forcément, une acquisition telle que celle de GlobalFoundries les aiderait énormément. Dans le cadre de leur communication, ils ont aussi décrit ce qui arrive, à savoir l'ère Angstrom. Ce sera tout simplement le moyen de mesurer la finesse de gravure des processeurs. On le sait, Intel n'est pas forcément dans le top de l'innovation en termes de finesse de gravure ces derniers temps, et il y a pas mal d'acteurs qui sont un petit peu en train de leur passer devant. Ils sont en train de revoir la façon dont ils communiquent sur les tailles de gravure, parce que ça fait pas tout. Il n'y a pas que la taille qui compte, et c'est pas forcément parce qu'on grave plus fin qu'on est forcément plus économe en énergie et plus efficace. Il y a d'autres éléments qui rentrent en ligne de compte, et ils veulent un peu s'affranchir, Intel, de cette nomenclature par nanomètre, et donc ils définissent d'autres nomenclatures. Alors, ils se basent maintenant sur l'angstrom, qui est une autre définition. A priori, un angstrom, c'est un dixième de nanomètre, si je dis pas de bêtises. En effet. Mais du coup, c'est un peu facile finalement, parce que il y aura juste tous les journalistes convertiront les angstrom en nanomètres et on sera revenu au point de départ. Donc, est-ce que c'est pas finalement juste du marketing ? Je laisse la question. Il y a probablement, alors marketing, je sais pas forcément en tout cas, mais communication, oui, très clairement. Il y a très volontairement une volonté de prendre des parts en matière de communication sur le sujet, c'est sûr. Toujours dans la famille des processeurs, il y a Qualcomm qui irait a priori chez Intel à moyen terme pour fabriquer ses puces. Donc on voit que ça bouge beaucoup. Il y a aussi des acteurs chinois qui ont des parts dans la société ARM qui commencent à freiner un petit peu des cas de fer pour l'acquisition par Nvidia. On avait déjà parlé de cette acquisition de ARM par Nvidia. A priori, ils sont en train d'un petit peu mettre des bâtons dans les roues, donc ça se fera pas tout de suite. C'était pas prévu pour que ça se fasse tout de suite, mais ça va peut-être encore être un petit peu ralenti. A priori, c'est Huawei et ZTE notamment qui seraient aux commandes pour ce rachat. Est-ce qu'il y a des choses dans les différentes news qui figurent dans le conducteur, Baptiste, Ben, ou même que vous auriez vu passer dans votre veille qui mériteraient une mention, ou est-ce que vous pensez qu'on a fait le tour de cette actu de l'été, Ben? Non, je pense qu'on est tout à fait bien. Effectivement, l'été, c'est toujours un peu plus calme, mais on le voit, il y a quand même pas mal de choses importantes qui se passent. Et moi, je me réjouis qu'on abandonne Skype pour être dans le métavers la prochaine fois. Ça va être magnifique. Oui, il faudra probablement abandonner Skype pour passer dans le métavers. T'as raison. Baptiste, même chose. Il n'y a pas un regret d'une chose que tu aurais aimé porter à la connaissance des auditeurs? Non, pas spécialement. C'est toujours intéressant, tu sais, si on revient tous les étés, de voir comment les choses évoluent, parce que ARM, on en parlait déjà l'été dernier, on parlait de ARM et de Nvidia et tout. Enfin, c'est marrant, tu vois, de se faire ce point dans le temps début août.
C'est vrai. Et l'an dernier, c'était l'affaire de l'été, c'était le conflit qui voyait s'opposer Fortnite avec Apple notamment. C'était la première fois qu'on en parlait. Merci beaucoup Ben et Baptiste de m'avoir accompagné pour cet épisode de podcast du Rendez-vous Tech. Et il est grand temps de rappeler ou d'informer les gens qui nous écoutent pour qu'on sache où on peut vous retrouver. Ben, où est-ce qu'on peut te retrouver ? Alors, si vous avez des choses à partager, le plus simple, c'est @bakerdy sur Twitter ou passer par l'adresse générique de @niptedpodcast qu'on lit tous. Donc, c'est aussi une très bonne façon de rentrer en contact. Merci Ben. Baptiste, de ton côté, où est-ce qu'on peut te retrouver ? À peu près la même chose sur Twitter, mon handle c'est @bfright, très similaire à Benoît, c'est plutôt un hasard. Et pareil sur Niptech, on a aussi un petit hashtag AskNiptech pour nous poser des questions. Pas besoin d'être un auditeur de longue date, allez-y, c'est toujours très cool, on prend soin de tout répondre. Donc, je vous en encourage. Et puis, si jamais, entre le Rendez-vous Tech et Niptech, vous en avez pas assez, vous pouvez même me retrouver dans Tech Café. Vous avez un panorama autour de l'actualité des nouvelles technologies en podcast qui est très complet. Servez-vous-en, bien évidemment. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode. On compte sur vous pour en faire le partage et puis pour dire aussi à Patrick à quel point vous avez été bien traité par cette équipe d'animateurs de l'été. On se donne rendez-vous très bientôt dans un prochain épisode de podcast. Ciao à toutes et à tous. Ciao. Ciao, ciao.